13 milliards d'euros donc ont été d'investissements étrangers ont été annoncés hier à Versailles. Un grande pompe, un record pour cette 6e édition du Summit Choose France. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour David Jacot. Économiste et directeur principal de l'OFCE. C'est un cru sans précédent, nous dit-on. Et en même temps, je me dis, 13 milliards d'euros, c'est super, tant mieux, c'est génial. Mais 8000 emplois directs, on se dit, c'est pas beaucoup, non? Non, c'est pas beaucoup. Bon, c'est mieux que rien en même temps. Alors, c'est pas beaucoup. Bon, on peut prendre la chose sous différents angles. On peut dire 8000 emplois par rapport aux emplois qui sont détruits ou qui sont créés chaque année en France, c'est une goutte d'eau, vraiment même une petite goutte d'eau. Vous voyez, quand le secteur de l'automobile ferme quelques usines ou arrête quelques lignes de production, on est sur ces ordres de grandeur-là. Donc de ce point de vue-là, c'est pas macroéconomique comme chiffre. Après, on peut dire, oui, mais ça, en fait, c'est la partie visible, mise en scène pour les plus grands projets, les plus emblématiques. Ouais. Mais en fait, derrière, il y a tout un écosystème qui se crée, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et donc, voilà, et si on regarde les investissements directs de l'étranger en France, si on regarde le baromètre EY... Ouais. Intéressant, le baromètre EY. Il montre que la France est le site, en tout cas, qui attire le plus de projets. Alors, 2 projets. Donc, on est classé numéro 1 en projet. Numéro 3 en emploi. Derrière, en projet quand même. Derrière le Royaume-Uni et l'Espagne. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important, le projet ou l'emploi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important, David? Alors, le problème, c'est que le projet, on mélange des petits projets et des gros projets. L'emploi, c'est une métrique qui n'est pas forcément très satisfaisante, mais qui a l'avantage déjà de donner une petite idée de la taille du projet. Et idéalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on regarde la valeur ajoutée, la contribution à la croissance potentielle qui est réalisée. Bon, mais on ne va pas non plus bouder notre plaisir. Ça veut dire la France est attractive. Elle est redevenue attractive parce qu'il y a cette fiscalité sur les entreprises, tout du moins qui facialement est revenue dans la moyenne européenne. C'est ça, ce qui est déjà... Cette politique menée par Emmanuel Macron, pro-business, comme on dit, en fait, qui avait quand même été commencé par François Hollande en fin de mandat. Oui, enfin, il y avait eu la politique du CICE, la politique du crédit d'impôt recherche aussi, qui a été extrêmement efficace pour l'implantation des centres de recherche. Par exemple, Intel installe une usine de composants en Allemagne, mais un centre de recherche en France. C'est pas par hasard, hein, c'est pas parce qu'on a des meilleurs cerveaux en France, c'est surtout parce qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant financièrement grâce au crédit d'impôt recherche. Donc tout ça sont des politiques qui sont quand même, en fait, plutôt inscrites dans la durée, qu'Emmanuel Macron a prolongé. À juste titre. À juste titre, oui, sans doute. Bon, il y a un petit effet de concurrence fiscale quand même, hein, on ne va pas se cacher non plus derrière. Le point positif, c'est quand même plutôt la constance, parce que ça, effectivement, ça bâtit un sentiment que l'économie française est accueillante, que sa politique n'est pas chaotique, qu'elle n'est pas... C'est ce qui nous change un petit peu par rapport aux anciennes mandatures, aux politiques qui étaient plus fluctuantes. En tout cas, ce qui change le sentiment. Après, la réalité des choses peut être... Parce qu'on voit bien quand même que même si certains aspects de la politique économique sont constants, la situation peut être fluctuante sur d'autres points de vue. Enfin, les grandes entreprises, les agences de notation relèvent que la situation sociale est tendue et que les réformes sont difficiles à faire en France, qu'il y a des risques... On l'a commenté ici, c'est la décision de Fitch de déclasser la dette française, enfin la note de la dette française. Voilà, s'il y a d'un côté une politique qui est plutôt constante, il y a de l'autre côté une situation qui n'est pas non plus apaisée, on va dire, loin de là. Donc, bon... Mais malgré tout, oui, la France a effectivement récupéré... Donc elle porte ses fruits ou pas? C'est la question que je me pose. Est-ce que cette politique pro-entreprise porte ses fruits? On nous dit que depuis 2017, 300 nouveaux sites industriels sont sortis de terre, 90 000 emplois créés dans l'industrie. On en a détruit plus de 2 millions en 40 ans. C'est ça. Est-ce qu'on a touché le fond de la piscine? Est-ce que le renouveau industriel, c'est le storytelling qu'on nous vend? En France, est-ce que ce renouveau industriel est en marche? Alors, il est probablement en marche. Même si, vous voyez, on est dans un monde qui est dans des mutations profondes, et donc des mutations technologiques en particulier, et donc où les cartes sont redistribuées. Il y a quelque chose qui accompagne aujourd'hui ce mouvement de potentielle réindustrialisation en France, qui est quand même un changement de pied dans la politique commerciale du monde, et de l'Europe en particulier. La crise Covid a montré la nécessité de pouvoir sécuriser les approvisionnements en produits critiques. Le cafouillage de l'OMC, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine montre que la position multilatérale d'application du droit est une position qui est trop naïve et qu'il faut quand même adapter aux circonstances du monde.
La situation géostratégique montre aussi aujourd'hui la fragilité simplement de la paix dans le monde. Et derrière la paix dans le monde, c'est la possibilité d'un conflit demain entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir les mêmes relations économiques avec la Chine qui serait en conflit avec les États-Unis que celles qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, il faut quand même arriver à concevoir son industrie comme étant quelque chose qui doit pouvoir être autonome, qui doit pouvoir fournir les matériaux critiques et les produits critiques en cas de situation extrêmement tendue, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Donc ça impose de considérer que cet espace européen est un espace suffisamment grand pour que, en gros, n'importe quoi qui est produit dans le monde puisse être produit dans cet espace, dans des conditions possiblement de concurrence suffisantes pour assurer des coûts relativement bas. Mais que l'idée qu'on peut être spécialisé en Europe en laissant d'autres spécialisations à d'autres pays, est une idée qui probablement a fait long feu aujourd'hui et qui va beaucoup aider à la réindustrialisation de la France, parce que ça veut dire que au lieu d'utiliser simplement l'instrument de la concurrence fiscale, ce qui est principalement l'instrument qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, on va pouvoir utiliser d'autres types d'instruments qui ne sont pas la concurrence fiscale, qui sont des normes, qui sont des tarifs douaniers, qui sont des subventions ou des investissements. On a compris que la bataille de l'industrie se jouait dans le monde entier à coup de subventions aujourd'hui. À coup de subventions, à coup d'investissements, à coup de fonds souverains qui sont capables d'investir dans des domaines, à coup d'investissements en amont dans la recherche et développement pour développer les écosystèmes, dans des interventions éventuellement capitalistiques pour empêcher des pépites d'être sous le contrôle d'investisseurs étrangers. Bon, voilà, enfin, il y a tout un arsenal qui est parfois assez compliqué. En jouant aussi, pardon, on ne l'a pas évoqué, mais qui est quand même un instrument très important, qui est la commande publique, avec une préférence qui pourrait être européenne ou qui pourrait être liée au respect d'un certain nombre de critères, si on veut appliquer des principes plutôt qu'une nationalité, mais des critères qui vont ensuite typer la production. Donc voilà, et tous ces instruments vont probablement être beaucoup plus efficaces que la simple concurrence fiscale. La concurrence fiscale, ça fonctionne, ça augmente l'attractivité. Mais on l'a vu avec Joe Biden. Hein. Mais ça coûte cher quand même. Enfin, on l'a vu avec Joe Biden. On Inflation Reduction Act. Ah oui, mais ce n'est pas que de la concurrence fiscale, c'est quand même aussi des subventions. Quand je pense aux subventions. Ah oui, pardon. Oui, donc les subventions ont un effet immédiat et une efficacité qui est beaucoup plus grande que la concurrence fiscale qu'on a mise en place en France depuis maintenant plus de 10 ans. On a vu quand même, et on finit là-dessus, des batteries nouvelle génération du Taïwanais Prologium à Dunkerque, made in France. Voilà, une usine aux composants de recyclage de batteries toujours à Dunkerque, une grosse production, la plus grande, apparemment unité de production de panneaux photovoltaïques en Moselle. C'est de l'industrie verte, c'est le mot qu'on entend tout le temps maintenant dans la bouche du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Tout ça est bon pour le verdissement de l'économie. Est-ce que la planche de salut pour l'industrie française, c'est justement cette industrie verte? Alors, je ne dirais pas que c'est une planche de salut, mais je dirais que dans l'investissement considérable qui va être fait pour verdir les économies et les sociétés dans les années à venir, ça serait dommage que la France ne soit pas capable d'être pas simplement un consommateur de ces produits verts, mais aussi un producteur. Donc voilà, c'est pour ça qu'avoir des batteries, des productions de batteries, c'est important. Alors c'est d'autant plus important que ça va être un carnage dans l'automobile fossile, puisqu'on va arrêter de fabriquer des moteurs diesel ou des moteurs à essence, et que ça va être remplacé par des batteries, avec des contenus en emploi qui ne sont pas du tout les mêmes. Des usines qui sont beaucoup plus robotisées et pour l'électrique, avec beaucoup moins d'emplois. Bon, voilà, et donc évidemment, il ne faut pas laisser passer ces possibilités. Vous noterez quand même que c'est des investisseurs étrangers là, qui viennent fabriquer des batteries. C'est mieux que ce soit ici qu'ailleurs. C'est mieux que ce soit ici qu'ailleurs, mais on est souvent aussi très attaché au fait d'avoir des capacités de R&D et de technologie. Là, en fait, on ne maîtrise pas la technologie. On installe les usines, mais on ne maîtrise pas la technologie. Mais c'est mieux que rien. C'est évidemment mieux que rien. Largement. Mais c'est mieux que rien dans un monde qui change quand même beaucoup, et dans lequel il ne va pas y avoir que des gagnants. Donc c'est bien de regarder les aspects positifs, mais voilà, il se passe un séisme en ce moment, en particulier par exemple dans l'automobile, qui est considérable et qui va laisser des traces. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OSE. Merci Xavier. Merci David.